Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à la thématique du travail. Aujourd'hui, 1er mai 2025, l'occasion parfaite pour approfondir notre connaissance de ce thème qui est profondément ancré dans la culture chinoise et essayer de répondre à cette question qui nous brûle les lèvres. Pourquoi les Chinois travaillent-ils autant? Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère! Quel caractère! Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez! Alors évidemment, c'est une question très française. On a bien du mal à comprendre cet engouement pour le travail. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous égrener quelques petits mots de vocabulaire qui sont des mots chinois. Donc, je les ai listés. Je me suis dit, je vais faire une petite sélection pour essayer de donner un nouvel éclairage sur cette thématique et de nous éloigner un peu des visions souvent biaisées et souvent stéréotypées qu'on entend dans les médias. J'ai l'impression que grossièrement, on a toujours soit une tendance à l'idéalisation de la Chine, où on a l'impression d'un pays ultra efficace et où aucun autre pays ne pourrait suivre le même rythme, ou parfois une vision qui est aussi très répandue, une vision victimaire d'un pays et son milliard d'esclaves. Aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus subtil et de nous intéresser à ces 10 mots de vocabulaire composés de deux caractères à chaque fois pour essayer d'apporter un éclairage sur certaines dynamiques historiques, culturelles qui sont à l'œuvre et qui viennent vraiment définir la thématique du travail dans la culture chinoise. Alors, on va commencer sans plus attendre par le premier mot qui commence par la lettre K, K comme Kwafu. Kwafu, ça s'écrit Kuafu. Et je vous invite à aller regarder l'image de Kwafu, puisque Kwafu est un personnage, et il est probablement assez éloigné de la vision que vous pouvez avoir de la Chine ancienne, puisque Kwafu est un des mythes des plus anciens dans la culture chinoise, bien qu'il soit assez peu connu en Occident. C'est un personnage que tout le monde connaît en Chine, et c'est un espèce de Sébastien Chabal. Vous allez voir si vous le recherchez sur Internet. C'est une espèce de montagne extrêmement musclée, très grande, avec des longs cheveux, une longue barbe, qui est habillée de façon assez sommaire, assez rudimentaire. Et ça nous rappelle que c'est un mythe très ancien. Et le mythe de Kwafu, c'est le mythe Kwafu Zhuzhe ou Kwafu Zhuizhe, qui est Kwafu qui est à la poursuite du soleil. Donc le mythe est assez simple, c'est simplement l'histoire d'un personnage qui un jour se donne pour objectif d'attraper le soleil et de pourchasser le soleil. Et il se met en tête de, voilà, de se mettre à le poursuivre. Donc c'est pour ça que c'est un personnage qui est souvent représenté en train de courir. Il a souvent un bâton dans les mains. Et le mythe se déroule de la façon suivante, que Kwafu, malgré tous ses efforts, ne parvient jamais à rattraper le soleil et finit épuisé. Et alors, il y a plusieurs versions de la fin de ce mythe, mais en général, son corps se transforme en montagne. Parfois, sa forêt et sa barbe se transforment en forêt également. Mais voilà, c'est une fin assez héroïque du géant qui n'abandonne jamais et qui finit par s'effondrer de fatigue et qui reste complètement ancré dans le paysage. C'est un peu l'équivalent chinois du mythe de Sisyphe en Occident. Sauf que dans le mythe de Kwafu, on a un petit peu moins ce côté absurde. On ne vient pas trop se poser la question du côté répétitif d'une tâche, mais on va plutôt glorifier un personnage qui n'abandonne jamais, malgré la tâche qui semble impossible. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de Kwafu aujourd'hui? En fait, j'ai une tendresse toute particulière pour ce personnage parce que je trouve qu'il est, malgré l'ancienneté du mythe, il a gardé une pertinence tout à fait particulière dans la société moderne puisque si vous passez du temps en Chine, et ça a été mon expérience quand j'étais là-bas juste avant le Covid, je me souviens d'une fois où j'étais en tournage dans le nord-est de la Chine, dans une très très grande ville qui s'appelle Shenyang, qui est à quelques heures au nord de Pékin. Et en fait, la chambre de mon hôtel donnait sur une grande autoroute, et l'autoroute était très souvent embouteillée. Et quand le soleil se couchait le soir, je voyais toutes ces voitures qui étaient alignées, souvent un peu le même type d'automobile. Et toutes ces voitures étaient vraiment
les unes derrière les autres, avançaient tout doucement et toutes dans la même direction vers ce soleil couchant. Donc il y avait cette espèce d'alignement parfait entre l'énorme autoroute, toutes ces voitures qui avançaient une à une, et comme un peu une colonie de fourmis, et puis ce soleil qui semblait être comme l'objectif commun de tous ces petits, toutes ces petites voitures. Et c'est vrai qu'on peut se demander un peu qu'est-ce qui meut toute cette société moderne chinoise? Quel est leur objectif? Est-ce que leur objectif est aussi le soleil de Corfou? Est-ce qu'ils tendent tous vers un idéal qu'ils ne peuvent jamais atteindre? Est-ce qu'il y a un idéal? Est-ce que l'idéal est un idéal purement matérialiste ou est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui animent ce peuple et cette société? Enfin voilà, toutes ces préoccupations-là que je voulais partager avec vous et Coiffou, je pense que voilà, ce n'est pas juste un personnage d'un mythe, on est tous des petits Coiffous à la recherche un peu de notre idéal et notre soleil et très souvent, l'important est de choisir le bon soleil qu'on va poursuivre. On enchaîne avec le prochain mot qui commence par la lettre M comme Maï, c'est l'animal qui est plutôt l'insecte qui est la fourmi en chinois. Donc Maï, la fourmi. Et pour moi, c'est vraiment l'animal totem de la Chine. C'est aussi le logo de l'entreprise financière qui a été lancée par Jack Ma, qui a choisi ce logo-là de la fourmi. Et c'est vrai que quand on passe un peu de temps en Chine, on peut pas s'empêcher de penser à cette métaphore de la fourmilière, cette espèce de d'énorme fourmilière à ciel ouvert. On a parfois l'impression d'être ce petit enfant qui vient regarder à travers une loupe. Et c'est vrai que si vous avez des souvenirs un peu de votre enfance, d'observer une fourmilière dans un jardin, il y a peu de chances de tomber sur une fourmi qui est en train de faire la sieste. En général, tout le monde est occupé, tout le monde participe, tout le monde va dans le même sens. Et c'est un peu le sentiment que donne la Chine, c'est-à-dire il y a pas vraiment la place pour être sur le côté, pour observer, pour flâner, pour déambuler. C'est vraiment la fourmilière qui est en pleine action. Et je pense que la question de se poser pourquoi est-ce que les Chinois travaillent autant, c'est probablement une question que quelqu'un qui viendrait de Chine ne se poserait pas. Je pense qu'il faut être français pour se poser ce genre de questions. Mais voilà, donc là, la fourmi qui est aussi évidemment un animal qui est assez métaphorique et qui est parfois dans certaines expressions chinoises et notamment dans une phrase qui a été citée par Mao, qui était Ma yi ban taishan, donc littéralement les fourmis qui déplacent le mont Tai. Le mont Tai, Tai, qui est situé dans la province du Shandong au sud de Pékin et qui est une des montagnes les plus emblématiques de la culture chinoise. Et donc cette phrase, en fait, insiste sur la capacité, j'allais dire surhumaine, mais oui, la capacité exceptionnelle des fourmis d'accomplir des exploits absolument hallucinants. Des fourmis qui déplacent littéralement une montagne. Alors on continue avec un autre mot qui est emprunté au lexique animalier, qui commence par la lettre N comme Newma. Alors Newma, New c'est le bœuf et Ma c'est le cheval. Et donc, quand on juxtapose bœuf, cheval, c'est un peu l'idée du bétail. Et en fait, c'est un mot qui est assez récent, qui désigne les employés esclaves de la société moderne. Donc, on dit souvent, voilà, est-ce que tu te sens Newma? Est-ce que tu te sens bœuf, cheval? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens prisonnier de ton travail, prisonnier dans cette espèce de rat race moderne où tout le monde subit le même rythme de travail sans véritable espoir d'amélioration. Vous avez sûrement entendu parler du mouvement du Jiujiulio, le mouvement 996 en Chine, qui est le concept de travailler de 9 heures du matin à 9 heures du soir. Donc là, vous avez les deux premiers 9 et 6 jours par semaine, donc même le samedi avec comme seul jour de repos le dimanche, et pas parce que c'est le jour du Seigneur, puisqu'évidemment pas de religion dans un pays communiste, ou plutôt une seule religion, le communisme. Mais voilà, le mouvement du Jiujiulio qui est vraiment la norme en Chine et qui nous fait frémir, nous, en France, mais voilà, qui a créé cette génération de gens assimilés au bétail, le Nyuma. Et donc, c'est souvent un mot qui revient dans les conversations, notamment sur les réseaux sociaux
c'est de savoir comment est-ce que on s'identifie ou pas au bétail moderne. Alors, on continue avec un deuxième mot qui commence par la lettre N, qui est un mot très important pour cette thématique, qui est le mot neijuen. Alors, vous avez le mot nei qui signifie en fait à l'intérieur, dedans, et duen qui signifie en fait l'idée de tourbillon, de siphon. Donc, en général, le mot neijuen est traduit par le mot involution. En fait, il faut savoir que c'est un mot qui vient du lexique anglophone et qui a ensuite été traduit, transposé en mandarin et qui, en fait, a été amené par un anthropologue américain dans les années 60 qui s'appelle Clifford Geertz et qui a fait une étude anthropologique dans les rizières de Java. Et il a observé, en fait, que les agriculteurs qui travaillaient dans cette région travaillaient de plus en plus dur avec l'avancement des générations, mais malgré le fait que tout le monde travaillait de plus en plus, il n'y avait pas d'amélioration globale de la qualité de vie. En fait, à chaque génération, on se distribuait des parcelles de plus en plus petites et chacun devait travailler de plus en plus pour un rendement toujours inférieur. Donc il y avait une absence totale d'innovation et de progrès technique et les sociétés étaient prisonnières dans cette espèce d'involution où en fait on était condamné à travailler toujours plus pour un rendement toujours moindre. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la Chine moderne, puisqu'il y a une telle compétitivité dans de nombreux domaines, et notamment dès l'éducation des plus jeunes, qu'on est obligés tous de se démener toujours plus pour finalement un résultat toujours moindre. Donc voilà, le mot de Nejuan, qui est vraiment un mot incontournable quand vous vous intéressez à la problématique du travail en Chine. Si vous voulez comprendre de nombreux phénomènes, de nombreux choix de vie, de nombreuses stratégies, vous avez souvent à avoir l'explication numéro un. Tout ça, c'est parce que il y a le Neijuan. Et le Neijuan provient avant tout du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en Chine. Donc, qui dit beaucoup de gens, dit beaucoup de compétitivité. Et en plus du fait qu'il y a beaucoup de gens, il y a aussi une société très collectiviste où les modèles de réussite sociale sont assez uniformes. Donc, pour réussir, il faut suivre un tracé, il faut suivre une voie, et donc tout le monde s'échine à suivre la même voie. Et d'où cette mécanique de Neijuen qui revient toujours et toujours. Et on a notamment ça dans les grandes villes chinoises, parce que vous savez peut-être que la population chinoise a tendance à se concentrer dans des espèces d'énormes mégalopoles, alors que d'autres villes, les villes du deuxième ou troisième tiers, sont beaucoup moins densément peuplées. Et c'est souvent parce que les gens, en fait, refusent d'aller dans ces villes-là et préfèrent, en fait, participer à la compétition extrêmement extrême et accrue des grandes villes. On continue avec le prochain mot qui commence par la lettre P comme panbi. Alors pan, c'est aussi un mot assez imagé puisque ça vient du verbe pandang qui est l'idée de grimper, d'escalader. Et bi, c'est l'idée de bi tiao, c'est-à-dire la comparaison. Donc en fait, panbi, littéralement, c'est l'escalade pour se comparer. Et ça fait notamment référence aux comportements sociaux qui font qu'en Chine, on a très souvent tendance à se comparer socialement. Bon, vous avez sûrement entendu des histoires comme ça, notamment chez les mères chinoises, où on va toujours vous comparer avec le meilleur élève de la classe. C'est quelque chose de très très classique dans l'éducation à la chinoise, c'est-à-dire on veut que son enfant soit le meilleur partout, dans tous les domaines, et si jamais il y en a un autre dans la classe qui a des résultats un peu meilleurs, ça peut tout de suite déclencher des drames et on demande à l'enfant, mais pourquoi est-ce que tu es pas aussi bon que l'autre? Donc il y a vraiment cette idée de comparaison à l'extrême et de compétition sociale qui envahit un peu toutes les sphères de la société. Et vous avez notamment ça aussi dans le domaine du luxe, puisque le luxe est l'outil parfait pour les Chinois pour poursuivre en fait cette comparaison sociale. Et donc, on achète du luxe non pas par pure vanité, mais on achète du luxe pour montrer
En fait, c'est vraiment des marqueurs sociaux pour montrer qu'on appartient à une certaine caste. On montre sa réussite, on montre aussi son réseau. Donc voilà, si on est capable d'offrir telle marque, si on est capable de s'offrir telle marque, ça donne des informations sociales. Et bah, beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça en Europe, puisqu'on a des mécanismes de réflexion qui sont très différents. Mais au moment du Nouvel An chinois, quand vous offrez des articles de luxe, c'est pas seulement pour faire un beau cadeau et pour se faire plaisir, c'est avant tout dans une dynamique de marqueur social et de signe ostentatoire de richesse et de réussite. Alors, on continue avec la lettre T comme Tangping. Alors, Tangping, c'est aussi un mot qui est incontournable ces dernières années quand on parle de la thématique du travail et notamment du travail des jeunes. Vous savez peut-être que depuis plusieurs années, en fait, depuis le Covid, il y a des taux de chômage chez les jeunes qui sont assez frappants. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver un emploi quand ils finissent leurs études. Et donc, vous avez ce nouveau mot qui est apparu, Tangping, qui est en fait l'idée de s'allonger à plat, littéralement. C'est l'idée de se mettre en position horizontale et de ne pas bouger pour en fait s'échapper de justement ce qu'on vient d'aborder sur les dynamiques de compétition sociale. En fait, il y a un tel rejet de ce modèle et vraiment un constat d'échec devant cette mécanique qui semble complètement bloquée que certains jeunes, ou du moins sur les réseaux sociaux, il y a eu vraiment cet engouement pour le tanping, c'est-à-dire je choisis de ne pas participer, je choisis de me mettre en retrait de la société, un peu comme Huysmans dans À rebours, et je reste toute la journée allongé, je scrolle mon téléphone et je choisis une vie minimaliste où je dépense très peu, je vis chichement, mais je ne participe pas à ce modèle et à cette course effrénée. Et souvent, vous avez un mème qui revient souvent avec un acteur chinois que vous avez peut-être identifié qui s'appelle Yo Ge. Et il y a beaucoup d'images assez drôles de lui où il est affalé dans un fauteuil, dans un canapé. Donc c'est un motif qui est très récurrent en Chine où en fait on utilise cette image-là pour dire, voilà, moi, comptez plus sur moi, je me mets en retrait et j'embrasse pleinement le Tangping qui est parfois même un petit peu utilisé de façon humoristique comme une forme presque de méditation ou disons de retrait méditatif. Le prochain mot commence par la lettre X comme Xuan Fu. Alors vous avez le verbe Xuan, Xuan avec le radical du feu à gauche qui signifie briller dans le sens de d'éblouir et ensuite Fu qui désigne la richesse. Donc Xuan Fu littéralement éblouir par sa richesse. Donc c'est le comportement social qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de montrer avec des signes ostentatoires de richesse qu'on appartient à une certaine caste et à un certain groupe social. Et c'est un comportement qui a été combattu à quelques temps après le Covid, puisque le gouvernement chinois a réalisé qu'il y avait vraiment cette tendance extrême des ménages les plus privilégiés en Chine de d'étaler leurs richesses et de surconsommer et surconsommer notamment des biens européens, les grandes marques de luxe d'Europe, les LVMH, les Hermès, etc. Et donc l'idée c'était de réorienter ces ménages vers des dépenses qui seraient peut-être un peu plus alignées avec les valeurs du parti et puis surtout d'encourager les gens à dépenser plutôt leur argent pour les marques domestiques, soutenir la croissance économique du pays plutôt que de dépenser souvent deux fois le prix pour s'acheter un sac Birkin par exemple. Vous savez qu'il y a des taxes sur le luxe en Chine et parfois des ménages très aisés qui ne rechignent pas à payer plusieurs centaines de milliers d'euros pour s'offrir les derniers sacs de luxe. Donc ça, ce n'est pas du tout par simple vanité, mais au contraire, ce sont des mécanismes psychologiques qui sont profondément ancrés dans les dynamiques qu'on abordait tout à l'heure, c'est-à-dire de s'identifier, d'être identifié par les autres comme faisant partie d'un certain groupe social. Et c'est aussi quelque chose qui est lié au fait que la culture chinoise est une culture extrêmement visuelle, qu'en fait, on montre visuellement à quel groupe on appartient.
Le prochain mot commence aussi par la lettre X et c'est le mot synchro. Alors, ce mot-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Si vous avez déjà voyagé en Chine, vous avez probablement entendu des gens se dire synchro là. C'est vraiment une expression extrêmement fréquente qui est une façon de remercier quelqu'un pour l'effort qu'il a fait. Donc typiquement, si quelqu'un vous aide dans la moindre chose, ça n'a pas besoin d'être un travail très pénible. Vous allez lui dire merci, merci pour ton geste, merci pour tes efforts, merci pour ton dur travail. Tout ça, ça va être sinkula. Alors, notamment quand vous travaillez en groupe sur des tournages, c'est des mots qu'on entend tout le temps. Tout le monde se remercie constamment de s'être donné la peine de faire telle ou telle tâche. Donc voilà, l'expression sinkula, qui est assez difficile à traduire en français ou même en anglais, mais qui est littéralement l'idée de dire tu as fait un travail pénible et j'en prends note, j'en prends bonne note et je te remercie pour ça. La prochaine lettre est la lettre Y pour le mot Yugong, et ce qui est en fait tiré d'une expression qui est Yugong Yishan, qui veut dire le vieil Yugong qui déplace les montagnes. Et le Yu de Yugong, c'est aussi le U de Ulentie, April's Fool. Donc en fait, dans son nom, dans le nom de Yugong, il y a l'idée qu'il est un petit peu naïf, un peu simplet. Alors qui est Yugong? Yugong est en fait un paysan chinois qui est dérangé dans ses déplacements par deux immenses montagnes. Et un jour, il entreprend de les déplacer à la pelle. Et c'est à ce moment-là que son voisin, qui s'appelle Zhe Shou, Zhe, c'est l'idée de l'intelligence, donc on retrouve l'idée que son voisin, par opposition à Yugong, a un nom qui désigne l'intelligence. Son voisin se moque de lui en lui disant, mais c'est complètement absurde, tu ne vas jamais terminer ta tâche. Et là, Yugong lui répond que certes, je ne finirai pas de mon vivant, mais je vais transmettre ça à mes enfants. Mes enfants continueront après moi et mes petits-enfants après eux. Et petit à petit, les montagnes seront déplacées. Donc voilà, c'est une histoire qui est aussi très connue en Chine, qui désigne l'idée que on ne fait pas un effort juste pour soi, mais on fait un effort transgénérationnel et que on s'inscrit vraiment dans un temps beaucoup plus long que le temps qui est le temps de l'Europe ou le temps des États-Unis. En Chine, on voit les projets et on voit les choses en grand et sur le temps long et rien ne semble impossible pour quand on s'inscrit sur plusieurs générations. C'est une phrase qui avait été citée par Mao dans un discours de 1945 où il avait en fait repris ce mythe de Yugong et des deux montagnes à déplacer. Et Mao avait dit que on fait désormais face à deux montagnes, une montagne, la montagne du féodalisme et la montagne de l'impérialisme. Donc voilà, Mao voulait se débarrasser de ces deux montagnes-là. Alors, est-ce qu'il les a déplacées pour les mettre à un autre endroit? C'est assez difficile à dire, mais en tout cas, il a entrepris aussi de s'attaquer à ces deux énormes chantiers, le féodalisme qui était la culture confucéenne très ancienne en Chine et l'impérialisme américain en essayant de lui résister du mieux possible. Et Mao a d'ailleurs invité deux cinéastes, plutôt un couple de cinéastes, à venir en 1972 pour faire un film qui s'appelle Yugong Yishan, Yugong qui déplace les montagnes. Et c'est un couple où il y a notamment une Française. Donc c'est le réalisateur qui est le réalisateur d'origine néerlandaise qui s'appelle Joris Evans et Marceline Loridan qui ont passé 4 ans en Chine entre 1972 et 1976 et qui ont réalisé un documentaire, alors que vous pouvez trouver sur YouTube et qui est souvent caractérisé un peu de documentaire de propagande, puisque c'était extrêmement encadré par le régime, mais ça vous permet de voir un peu ces années-là en Chine et de voir un peu les idéaux maoïstes de l'époque et notamment les différences avec la société d'aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose qui vaut le coup d'être vu, euh, mais évidemment qui a été critiqué dans un côté un peu trop partisan. Et pour terminer, je vous propose de finir avec un mot qui s'éloigne un peu de la thématique du travail, avec le mot songche.
Alors, Songtse-gan, c'est un mot qui a été très tendance ces dernières années en Chine et qui est intrinsèquement lié à la culture française et notamment à Paris, puisque c'est l'idée en fait de nonchalance, l'idée de vivre de façon, de profiter de la vie, de déambuler, de flâner. Donc c'est vraiment un état d'esprit, le Songtse-gan. Gan, vous avez le côté, l'émotion, le feeling et qui est extrêmement envié en Chine, notamment pour tous les mots qu'on a mentionnés aujourd'hui. Et la France, en fait, joue vraiment ce rôle de pays complètement idéalisé, où on a des vacances tout le temps, où on prend le temps de profiter de la vie. Voilà le mot de la fin, Songtse-gan, Songtse, qui est véritablement quelque chose qu'on nous envie beaucoup en Chine, dans notre capacité à nous échapper de cette course effrénée de la modernité pour profiter pleinement et flâner, déambuler. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous prendrez le temps de déambuler avec nonchalance. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.